Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire avec Saxo Bank. Comme vous le savez, on se retrouve quasiment chaque semaine pour faire un point sur les marchés financiers et la macroéconomie. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de l'économie américaine. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat. Évidemment, celles qui correspondent un peu plus à la thématique macroéconomie, je vais revenir directement dessus dans cette petite introduction. Ensuite, mon collègue Nicolas va vous faire une présentation au niveau de la plateforme et vous aurez éventuellement un parcours de questions-réponses avec lui. Le premier point sur l'économie américaine, si j'avance un tout petit peu en termes de dynamique, je vous présente ici un graphique sur les principales contributions au niveau de l'économie américaine, de la croissance américaine. Donc, c'est un graphique en anglais. Vous avez l'évolution des inventaires, l'investissement fixe, les consommations personnelles, les exportations de biens et de services et bien sûr les dépenses publiques, donc gouvernementales. Ce qu'on constate, c'est, bon, vous le voyez, c'est un horizon depuis 2019 jusqu'à 2022. Vous avez bien sûr la contraction du PIB qu'on a connue en 2020, ça c'est sans surprise avec le confinement mondial, et un sursaut très rapide de l'économie américaine. L'économie américaine est revenue à son niveau d'avant-crise, le plus rapidement parmi toutes les économies développées. Ensuite, on a eu les derniers chiffres pour la croissance au T3, donc au troisième trimestre. Concrètement, vous avez un moteur qui est principal, qui a été quasiment systématiquement, d'ailleurs, un des moteurs de la croissance aux États-Unis, à savoir les exportations qui ont vraiment alimenté la croissance aux États-Unis. L'objectif, et il y avait eu quelques discussions au niveau du deuxième trimestre sur le fait que l'économie américaine puisse entrer en récession. Alors, premier point, en Europe, on parle de récession quand on a deux trimestres, veuillez m'excuser, consécutifs de contraction du PIB. Le point important, c'est qu'aux États-Unis, la définition de la récession n'est pas la même. Donc ça, c'est déjà le premier point à prendre en considération. Alors, avoir deux trimestres consécutifs de contraction du PIB, c'est bien sûr un des critères, mais pour définir s'il y a ou pas récession, vous avez d'autres éléments qui sont pris en compte, le marché du travail, l'évolution de la production industrielle, l'évolution du marché immobilier, à peu près 8 à 10 facteurs qui permettent de juger si oui ou non l'économie américaine est en récession. Aujourd'hui, le premier facteur, je voudrais dire de base, à savoir est-ce qu'on a ou pas deux trimestres consécutifs de contraction du PIB, n'est déjà pas réuni. Alors la réponse, c'est que bien sûr qu'on a une économie américaine qui n'est à l'instant T pas du tout en phase de récession. Et le deuxième graphique que je vous présente ici le montre très très bien. Ce graphique, on l'aime bien en économie parce que ça vous présente l'indice d'activité nationale de la Réserve fédérale de Chicago. Concrètement, c'est un indicateur large de l'économie américaine qui vous permet d'avoir une visibilité sur ce qui se passe. Donc, bien sûr, la ligne rouge, c'est notre indicateur un peu général sur l'état de l'économie américaine. En bleu, vous avez l'évolution du PIB américain. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, notre indice, il est toujours en territoire positif. Alors, il évolue proche de zéro, mais lorsqu'on est sous la zone de zéro pour notre indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, généralement, ça induit qu'on a un risque de récession. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il y avait des craintes sur l'éventualité d'une récession aux États-Unis en début d'année. La réalité, c'est que les chiffres qui ont été publiés du troisième trimestre et vraisemblablement quelques indicateurs avancés, et notamment cet indicateur d'activité nationale de la Fed de Chicago, nous montrent de manière extrêmement limpide qu'on n'a pas un scénario de récession à l'instant T aux États-Unis. Et au contraire, même j'oserais dire, on a plutôt une économie américaine, d'après les premiers indicateurs pour le quatrième trimestre, qui est plutôt en excellente santé, qui est résiliente notamment, qui est résiliente et qui va certainement avoir en termes de contribution importante à la croissance, on aura sûrement des exportations pour une raison qui est assez simple, c'est qu'on a aussi une chute du dollar. Le dollar index qui représente l'évolution du dollar américain par rapport à un panier de devises qui sont représentatifs des partenaires commerciaux des États-Unis, a perdu un peu plus de 4% l'espace d'un mois. Donc, c'est extrêmement conséquent. Il est probable qu'on soit sur un cycle justement d'affaiblissement du dollar. Ce cycle d'affaiblissement du dollar qui semble commencer, il est lié notamment aux anticipations que la Réserve fédérale américaine va faire une pause au niveau, ou en tout cas plutôt ralentir le rythme d'appréciation des taux. Mais force est de constater en tout cas qu'on n'est pas sur une économie américaine qui est en si mauvaise santé qu'on aurait pu l'anticiper, et donc est plutôt sur une dynamique assez favorable. À l'instant T, très clairement, on a une économie américaine qui reste très résiliente. L'autre point, c'est mon dernier graphique chez Saxo, on aime bien les indicateurs avancés. Les indicateurs avancés, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des indicateurs qui nous permettent d'avoir un peu de visibilité sur un horizon 6 à 9 mois sur l'évolution de l'économie.
Alors, j'aurais pu vous en présenter une myriade hein. Pour l'économie américaine, on en a beaucoup. Il faut être très objectif. Ici, je vous en présente un seul qui est l'indicateur avancé, et vous le voyez bien, hein, d'ailleurs, c'est marqué très clairement, du Conference Board. Le Conference Board publie notamment, vous êtes peut-être plus au courant de cela, notamment la confiance du consommateur américain. Et régulièrement publié en mensuel par le Conference Board. Vous voyez ce qui est assez intéressant sur cet indicateur économique avancé sur une période long terme, vous voyez depuis le début des années 60, c'est systématiquement, en tout cas quasiment systématiquement, lorsqu'on a une contraction de notre indicateur, c'est-à-dire une évolution en pourcentage sur un an qui est négative, on va avoir une entrée en récession de l'économie américaine. Alors vous le voyez, on a un beau track record parce que toutes les zones qui sont un peu horizontales, verticales, excusez, qui sont grisées, ce sont les zones de récession aux États-Unis. Et force est de constater que la plupart du temps, à part à peu près 3 exceptions, on va dire, lorsqu'on a une contraction de cet indicateur, généralement, c'est l'entrée en récession. Alors, lorsqu'on a eu des faux signaux à 3 reprises, malgré tout, ce qu'il est important de voir, c'est qu'on avait une contraction très, très marginale. Aujourd'hui, vous le voyez, notre indicateur, il est autour de moins 2, moins 3% en variation annuelle. Donc, c'est plutôt cohérent avec une entrée en récession aux États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'instant T, on a plutôt une économie américaine qui est résiliente. En revanche, le scénario d'une récession aux États-Unis en 2023 commence à devenir de plus en plus probable. Le point sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'on n'est pas du tout sur une récession qui va être massive. On n'est pas sur un scénario récession comme en 2009 où vous aviez effectivement une contraction extrêmement massive du PIB. On est plutôt sur un scénario où on est sur une récession technique, technique au sens où on va avoir peut-être 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB, mais dans des proportions qui sont plutôt marginales, donc un impact plutôt faible et on peut même tout à fait imaginer avoir une récession aux États-Unis avec assez peu de destruction d'emplois. Lorsqu'on regarde les indicateurs, les derniers indicateurs du marché de l'emploi aux États-Unis, bien évidemment, on commence à avoir des revendications hebdomadaires au chômage en hausse, mais dans des proportions qui sont encore assez marginales. Donc, notre scénario chez Saxo, c'est plutôt, il est assez évident qu'avec le rythme d'appréciation des taux, que vu le contexte actuel, on a une probabilité de récession aux États-Unis assez élevée l'an prochain. En revanche, l'enjeu, c'est surtout de savoir quelle est l'ampleur de la récession. Si on est sur une récession marginale en termes de contraction du PIB, foncièrement, ça ne changera pas la donne. Et c'est plutôt le scénario vers lequel on se dirige aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, probablement que les chiffres du quatrième trimestre vont être très bons sur l'économie américaine. Donc, ce n'est pas un élément qui va être un moteur du changement aux États-Unis. C'est pour ça que, de mon point de vue, on n'a pas de vocation à être catastrophiste sur l'évolution de l'économie américaine en 2023. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, revoyez les derniers webinaires qu'on a pu faire. On en a fait un notamment sur l'immobilier. On a un peu parlé aussi de l'immobilier américain qui peut être un facteur d'instabilité. La réalité, c'est qu'on n'a pas un décrochage des prix de l'immobilier au niveau national qui est massif à l'instant T. Donc l'économie américaine est plutôt résiliente. La question, puisque vous aviez une question à cet égard, bien évidemment, on parle investissement ici. Donc on ne va pas parler que de macroéconomie. Et la question, c'est est-ce que concrètement, sur les valeurs américaines, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'étais hier à l'Investor Day à Paris, qui est un événement intéressant. On a beaucoup parlé des valeurs américaines. Je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui sur le fait que, en termes d'exposition, il est certainement plus pertinent d'être exposé plus côté américain que côté européen, tout en tenant compte, bien sûr, de l'effet taux de change qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi plus côté américain? Pour une raison qui est assez simple, c'est que les opportunités de rebond sont certainement plus importantes. En revanche, il faut voir sur quoi on se dirige. Si on va du côté américain sur les valeurs tech, il est fort probable, si vous regardez un peu en ce moment Amazon, Apple ou encore pire Tesla, je pense qu'il est fort probable que l'année 2023, en tout cas une première partie de l'année 2023, soit encore quand même compliquée pour ce type de valeur. Donc, ce qui a fait la cote pendant de nombreuses années ne va peut-être pas la faire à court terme. En revanche, vous avez des valeurs dans la distribution. Je penserai notamment, j'en parle souvent avec une de mes amies gérantes qui systématiquement me parle de Lululemon, qui est justement dans la distribution de vêtements et qui est une belle société, bon résultat. Ils ont fait la digitalisation comme il fallait le faire en 2020 et effectivement, même si le cours de l'action, bien sûr, a été compliqué depuis le début de l'année, ce qui est complètement normal vu le contexte, ça s'en est plutôt bien sorti. Donc, de mon point de vue, en termes d'exposition, le marché américain offre certainement plus de capacité de rebond que le marché européen.
si on reste sur les grandes valeurs, bien évidemment. Mais je n'irai pas automatiquement sur les valeurs tech pour la simple et bonne raison qu'il y a probablement encore un potentiel de baisse qui est un peu plus important. C'était beaucoup plus surévalué et il y a des difficultés au niveau des valeurs tech qu'on connaît tous à peu près. L'autre point que je mentionnerais, c'est qu'en revanche, sur du small, mid-cap côté américain, oui, il y a des belles opportunités. Lululemon, c'est quand même une grosse valeur, c'est même pas du mid-cap, par exemple, et ça peut être des belles valeurs qui sont intéressantes dans un portefeuille côté US. Point qui me paraît quand même essentiel avant que je laisse la parole à Nicolas, les flux. Aujourd'hui, on est dans des marchés qui sont en situation de gestion passive. On n'est pas du tout sur des marchés où la gestion active est dominante et encore moins côté américain où là, vous avez un phénomène d'accroissement de la gestion passive qui est extrêmement accentué. Donc, il faut avoir conscience de cet aspect-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on suit les flux de gestion, les flux de capitaux, ils vont quand même se recycler plutôt côté américain en ce moment. Donc, c'est aussi un élément qui va quand même jouer de manière extrêmement importante à court, moyen terme. Donc, vraiment, aussi, c'est ça qui va faire que côté US, on aura certainement un rebond qui sera un tout petit peu plus important que du côté européen, en tout cas qui sera beaucoup plus rapide et surtout qui sera peut-être plus durable parce que vous l'avez vu sur le CAC 40, ça s'est plutôt bien passé ces dernières semaines. Mais j'en parlais avec mon collègue du BS hier. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun fondamentaux qui porte ce rebond du CAC 40. Côté américain, je pense qu'il y aura des fondamentaux qui seront plus importants. Donc voilà quelques aspects à prendre en considération. Je vous invite, bien évidemment, on en discutera et si vous avez des questions qui viennent par la suite, j'y répondrai lors du prochain webinaire, juste pour vous informer sur le calendrier avant que je laisse la parole à mon collègue Nicolas qui vous fera une démonstration sur la plateforme. Le prochain webinaire est le 8-12, pas 8-11, et veuillez m'excuser, à 13 heures. Et là, on parlera un point marché un peu plus global. Alors, on fera un point sur l'énergie, mais pas uniquement. Et bien volontiers, on pourra bien sûr faire aussi un point plus global sur d'autres problématiques. Je vous invite simplement à regarder le lien d'inscription que j'ai noté ici, qui est important si vous voulez vous inscrire pour avoir le rappel au niveau de notre webinaire. Dans tous les cas, les équipes publient le contenu du webinaire ensuite sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité. Et bien évidemment, on aura un peu d'analyse technique puisque je sais que certains d'entre vous êtes assez friands du sujet. Je vous remercie énormément pour votre fidélité et je vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Je dois malheureusement vous laisser étant en déplacement en Belgique, mais je vous laisse entre de bonnes mains puisque Nicolas va prendre le relais. Merci beaucoup encore et je vous souhaite une excellente journée. Ne ratez pas la suite avec Nicolas sur la plateforme. Merci encore. Oui, merci Christopher. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci effectivement de votre assiduité chaque semaine depuis nos rendez-vous hebdomadaires. Alors, effectivement, cette semaine, on va se concentrer sur l'euro-dollar. Donc, voilà, si vous avez suivi les différents webinaires qu'on fait depuis plusieurs semaines maintenant, donc on essaye de faire un point là, assez général au début, macroéconomique, et puis ensuite d'aller plus en profondeur dans ce que peut faire notre plateforme Saxo. Et puis, regarder quels sont les produits avec lesquels on peut mettre en place des différentes stratégies. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la paire euro-dollar, via ce qu'on appelle des contrats futurs qui permettent effectivement d'être exposés aux variations de l'euro-dollar, aussi bien si vous souhaitez vous positionner à la hausse comme à la baisse. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'euro-dollar pour cette session? Parce que elle est clairement la paire, cette paire de devises est clairement au centre des attentions et des enjeux. On voit effectivement toutes les problématiques autour des banques centrales, des taux d'intérêt. On a beaucoup de grosses échéances qui vont arriver d'un point de vue macro. On a les chiffres sur l'emploi ce vendredi aux États-Unis. On a cette fameuse question de savoir où est-ce que le taux terminal de la Fed sera l'année prochaine. Donc ça, c'est la grosse question du marché. Est-ce qu'on sera autour des 5% au-dessus ou en dessous? On a pas mal d'intervenants, des membres de banques centrales, notamment du côté de la Fed, qui essayent un peu de pousser contre les espérances du marché qu'on va vers une pause dans le rythme de hausse des taux. Ce soir, grosse échéance, on a Jérôme Powell qui va effectivement
prendre la parole et peut-être mettre un coup d'arrêt à ces espérances du marché, ce qui pourrait enclencher derrière un repricing, un repricing de l'ensemble du marché sur le taux terminal. Et on sait que l'euro-dollar est très sensible aux variations de taux d'intérêt, notamment sur le 10 ans américain. Également, pourquoi avoir choisi l'euro-dollar, hein? On va faire un trading live tout à l'heure. On va prendre une position en live avec un plan de trading suite à une analyse technique, hein. Mais encore, pourquoi avoir choisi l'euro-dollar? Parce qu'on est sur une paire de devises qui a énormément de volatilité. C'est-à-dire que non seulement la volatilité historique est élevée, la volatilité historique, c'est celle qu'on a observée dans les cours est élevé, hein. Pour vous donner un élément de comparaison, il y a quelques années, on avait des volatilités sur l'euro-dollar et même globalement, hein, sur les paires de devises, qui se situent autour de 5-6 de volatilité. Maintenant, on est facilement autour des 10, 12, 13 avec des pics à 14 de volatilité historique. Donc c'est vraiment devenu, un actif, volatile, et qui dit volatile, dit qu'effectivement, il faut, envisager, ou de se couvrir, ou alors à but purement spéculatif. Mais pour ceux typiquement qui ont des actions américaines, hein, parce qu'investir en fait dans des actions américaines ou dans les actifs américains, c'est en fait être exposé au dollar. On sait qu'il y a beaucoup de clients chez Saxo, voilà, pour qui c'est une interrogation et parfois un problème. Ceux qui disent voilà, je vais bien être exposé aux actifs américains, notamment aux actions américaines, mais qu'en est-il de mon risque de change? Et là, au vu de la volatilité qu'on a, hein, sur des niveaux de 14 il y a effectivement un risque de change. Donc les contrats futurs permettent effectivement déjà de se couvrir des différents du risque de change, mais aussi de prendre une direction claire, hein, pour le dire autrement, à titre purement spéculatif. Donc avant de se lancer dans l'analyse technique et le trading live sur l'eurodoll, hein, sur un futur eurodoll, on va regarder un peu quelles sont les spécificités du contrat. Alors, l'euro-dollar, donc pour le retrouver, je vous invite à activer depuis les paramètres puis produits de trading, les futurs. Il faut les activer sur la plateforme parce qu'ils ne le sont pas forcément par défaut. Et si jamais vous ne les voyez pas, c'est que vous n'avez pas de compte dérivé, auquel cas pour ouvrir un compte dérivé, il faut vous rendre dans compte compte, autre service et ouverture d'un compte additionnel. Et là, de là, vous pourrez ouvrir votre compte dérivé et commencer le trading sur, que ce soit sur les options, hein, si vous avez suivi aussi les autres webinaires, ou sur les contrats à terme, ou ce qu'on appelle futurs. Donc, une fois que c'est activé, vous pouvez chercher dans la barre de recherche l'euro-dollar. Donc, le contrat standardisé, c'est le premier, celui-ci. Donc, à échéance décembre 2022, c'est le plus liquide. On va revenir ensuite, hein, sur les échéances, sur effectivement comment le prix futur dérive, on va dire, du prix comptant, hein, ce qu'on appelle le prix spot. On ne va pas trop entrer dans tous ces détails. Ce qu'il faut savoir, c'est les conditions de trading. C'est-à-dire que quand vous exposez un futur sur l'euro-dollar, concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est des contrats qui sont standardisés. C'est-à-dire que c'est des contrats qui sont créés et qui ont été créés par les places boursières et qui ont des spécificités. De telle sorte que, alors, pour voir, hein, les conditions de trading, c'est ou vous faites un clic droit conditions de trading, ou alors vous ouvrez un ticket d'opération et vous avez le petit raccourci en haut, ouvrez les conditions de trading. Ensuite, vous allez dans les caractéristiques et là, on a différentes informations extrêmement importantes, hein. D'abord, c'est un produit qui se traite sur marge. C'est-à-dire que c'est un produit à effet de levier. Ça, c'est dans la nature même du produit. Tous les contrats à terme sont des produits avec des effets de levier, donc qui se traitent sur marge. Les marges sont définies par les places boursières et sur ce contrat, on voit qu'on demande une marge de 2 920 $ pour ouvrir la position et 2 650 pour la maintenir. En fait, on va vous prendre uniquement une des deux, hein. Simplement, on vous dit pour ouvrir un nouveau risque, on veut vous prendre un tout petit peu plus, on va vous prendre 2 920, mais une fois que vous avez réussi à l'ouvrir, on se focalisera uniquement sur les 2 650. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, que ça veut dire déposer 2 920 $, qui est en fait ce qu'on appelle un dépôt de garantie. Ça nous permet de nous exposer à hauteur de la taille du contrat. Donc ici, la taille du contrat, c'est 125 000. Qu'est-ce que ça veut dire 125 000? Ça veut dire que si j'achète ou si je vends un contrat sur l'euro-dollar,
je vais être exposé à 125 000 euros. Donc, souvent, on se pose la question, qu'est-ce que l'effet de levier? En fait, l'effet de levier, c'est ça. C'est que avec 3 000 $, ouais, je vais arrondir 3 000, hein. Avec 3 000 $, je vais avoir la possibilité de m'exposer à hauteur de 125 000 euros. Et donc, on voit que là, on a un effet de levier qui est de 1, si on met l'un sur l'autre, on est à peu près autour de 40, hein. Donc l'effet de levier est de 40, c'est-à-dire que, on peut s'exposer 40 fois plus que, notre dépôt garanti. C'est-à-dire que si demain j'ouvre un compte chez Saxo, je mets que 3 000 $ dessus, je pourrais prendre une exposition de 125 000 $. Sauf ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avoir une exposition de 125 000 $, c'est-à-dire que si, effectivement, s'il y a une variation s'il y a une variation de 1 de 1 je suis exposé sur la base des 125 000, hein, et pas des 3 000. Donc ça, c'est important de bien le prendre en considération. On va revenir sur quelques langages, hein, du secteur des devises, hein, tels que voilà, justement, pourcentage. On parle beaucoup en ce qu'on appelle point de base, en point de base ou en pips. Vous avez sûrement déjà entendu, le mot pips, hein. Pips, c'est en fait des points de base, qui équivaut à 0,01. 0,01 est égal à 1 pips. Donc en fait, quand on dit qu'on prend 100 pips, c'est qu'en fait, on prend 1%. Alors ceci étant dit, on a également sur ces contrats des dates d'échéance. Donc celle-ci c'est au 19 décembre 2022. Qu'est-ce que ça veut dire, date d'échéance? Ça veut dire que, on clôturera ce contrat sera clôturé au 19 décembre. Donc soit vous sortez avant en prenant la position inverse, hein, comme sur n'importe quel autre actif, soit, Saxo vous clôturera automatiquement la position au 19 décembre et il faudra passer sur l'échéance suivante, si vous voulez de nouveau être exposé. C'est des contrats là qui fonctionnent avec des échéances. Encore une fois, c'est standardisé des places boursières et le gros avantage, si vous voulez, vous avez les heures de trading ici dans, heures de trading, de la place en horaire, de la place boursière, hein. Comme ici, on code sur le Chicago Mercantile Exchange, ça c'est les horaires, de Chicago, mais en gros, on tourne de minuit à 23 heures, hein. Donc c'est un contrat qui est négociable pratiquement toute la journée. Donc, une fois qu'on a vu les conditions de trading, on va, voir si on peut mettre un plan, en place et trader en live sur, l'euro-dollar. Prendre une position avec un plan, bien précis. Alors, on va, commencer par, déposer les, moyennes mobiles. Donc on va prendre la moyenne mobile, 200 jours, hein, qui donne la tendance long terme. Moi, je vais la laisser en bleu. On va ensuite, positionner la moyenne mobile 50 jours, hein, qui donne une tendance plutôt à moyen terme. Et vous voyez ici, hein, je peux changer la couleur, prendre le bleu turquoise que je trouve très joli. Donc vous voyez, déjà, on voit que, à court terme et là, la résistance, a très bien fait déjà son travail, hein. Regardez, c'est presque chirurgical, hein, la moyenne mobile 200 jours sur, l'euro-dollar. C'est clairement là où les cours ont, chuté ces dernières séances, hein. On a eu effectivement un beau rebond sur l'euro, hein, ce qui explique notamment, on a parlé, les espoirs de pause, du côté de la Fed. Donc on va voir comment on peut, en tirer, profit. Ensuite, sur la moyenne mobile 50 jours, qui arrive autour de la parité, hein. Vous voyez, là, on est autour de la parité qui donne la tendance à moyen terme. On évolue au-dessus du cours, donc on voit effectivement clairement qu'à moyen terme, on a eu ce rebond. Mais gardez toujours en tête, hein, cette tendance long terme qui est le plus important et pour des traders, voilà, même les traders professionnels, hein, il est toujours préférable de trader, dans le sens de la, tendance. Donc, on va rajouter le RSI. Donc le RSI qui est configuré par défaut, hein, en 14 périodes, ça c'est ce qu'utilise le plus grand nombre, hein. Par conséquent, il faut, utiliser ces valeurs-là. Parce qu'effectivement, les indicateurs ont souvent, voilà, des prophéties autoréalisatrices et comme elles sont utilisées par le plus grand nombre, c'est important de garder heu, les mêmes, heu, les mêmes détails, les mêmes indicateurs. Donc, heu
période 14 jours, la borne haute elle est à 70, hein, ce qu'on appelle le surachat, la valeur moyenne, on la met à 50 et la survente à 30. Donc, ici, on voit clairement qu'il y a eu une résistance également sur la zone des 70 qui correspond au moment où la moyenne mobile de 100 jours a été touchée. On voit également en étant sur cette zone que le potentiel sur le RSI est peut-être atteint, hein. C'est-à-dire que ça peut être compliqué d'aller chercher encore plus haut sur l'euro-dollar, ce qui signifierait qu'on rentrerait largement en zone de surachat. Et également, on constate que les derniers niveaux vont faire maintenant office de résistance sur le RSI. Donc déjà, là, on se dit si on doit mettre un plan trading, peut-être qu'on privilégierait de travailler cette paire de devises à la baisse. Mais on va continuer notre analyse. Pour ceux qui suivent les webinaires de manière assidue, peut-être vous savez maintenant que je suis assez friand de ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci, hein, qui permettent, lorsqu'il y a eu un mouvement important et assez soudain, de tracer les niveaux support-résistance du mouvement qui va suivre. Et effectivement, là, on voit, hein, on observe, hein, c'est assez clair que ce rebond qu'on observe depuis quelques semaines sur l'euro-dollar était assez puissant, assez soudain. On voit d'ailleurs, hein, la force du rebond. Donc, on peut l'utiliser à ce moment-là, le rétracement de Fibonacci, hein. Vraiment, quand il y a eu un mouvement, que ce soit un rebond ou que ce soit une baisse du marché qui a été assez soudaine et assez forte. Donc, euh, et donc là, on peut fixer, voilà, nos niveaux. Donc déjà, on peut se dire, voilà, qu'on va plutôt travailler ce marché à la baisse, hein, d'autant plus qu'il est en ligne avec la tendance long terme et puis avec toutes les problématiques de banque centrale, hein, qu'on a en ce moment. Et si peut-être ce soir, Powell, lors de son intervention, hein, il me semble que c'est 19h30, adopte un ton assez agressif, assez hawkish, on pourrait voir effectivement le dollar se renforcer et donc l'euro-dollar retomber sur des niveaux, pourquoi pas le niveau cible là, autour de la parité. On voit qu'autour de la parité, sur cette zone ici, ça pourrait être un take profit intéressant, sachant qu'on a la moyenne mobile 50 jours et on a également notre retracement de Fibonacci qui est autour de la parité, hein. Donc aller chercher la parité, ça serait en termes de take profit un trade intéressant. Le stop loss, bon là on le voit assez facilement où est-ce qu'on pourrait le placer, hein. On pourrait placer effectivement notre stop loss au-dessus au-dessus de notre résistance du Fibonacci et de la moyenne mobile. Alors je vais faire disparaître le Fibonacci, sera plus clair pour vous. Donc on va rentrer en position, on va en shorter 2. Donc rappelez-vous, hein, un contrat, je vous remets dessus, un contrat est égal à une exposition de 125 000, hein. Une exposition de 125 000, soit au pips, soit le pips, c'est la quatrième décimale, hein. Quand il y a là en code 1,0377, un pips, c'est le dernier 7 qui est là, maintenant qui est passé à 6. Donc si on prend 125 000, ça veut dire que au pips, on aura un gain ou une perte de 12,5, de 12,5. Et si on en prend deux, donc de 25 dollars par pips. Ça, c'est important, hein, 25 dollars par pips. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sait que un pips étant 0,01% et que 1% est égal à 100 pips, 1% est égal à 100 pips. Si on prend 100 pips, donc 1%, on perd 2500 dollars. La petite astuce, c'est aussi de supprimer les quatre derniers zéros. Ça, c'est la petite astuce, les 4 derniers chiffres. Et comme ça, on peut facilement calculer la valeur d'un pips. Bon, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais shorter au marché tout de suite deux contrats. Deux contrats. Donc, j'aurai une exposition de 125 000 fois 2, soit 250 000. Je vais tout de suite passer mon ordre. Voilà. Donc là, je viens de rentrer, hein, je vais afficher ma ligne de position. D'ailleurs, elle est affichée, hein, vous voyez. Ça aussi, petite astuce, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas. Vous cliquez droit sur le graphique, afficher la ligne de position. Donc là, elle est en rouge. Voilà, je suis entré en position sur ce prix-là. Maintenant, donc on a dit que le plan de trading, on l'avait en tête, hein, c'est-à-dire que je vais aller mettre mon stop loss au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et également de la résistance des cours, hein, qui ont buté mi-novembre et fin novembre. Donc on est autour de 1,05. Donc le stop.
loss, hop, le stop loss à 1,0500, 0,500. Là, on est à, je suis entré en position à peu près 1,0378, hein, 1,0378. Ça veut dire que de 1,05 moins 1,0378, on peut calculer le nombre de pips, à peu près 120 pips. On va le mesurer. Alors c'est important ça parce que ça permet de calculer ensuite vos espérances de gains et de pertes, hein. Et sur les contrats futurs, ce qui est compliqué, c'est que si on n'a pas justement, si on n'a pas, la méthode de calcul, c'est, moins évident. Donc de 1,05, voilà, c'est ça, on a à peu près, 120 pips. Donc je pourrais enlever ça. Donc rappelez-vous, un contrat égale 125 000, j'en ai pris 2, donc je suis exposé à 250 000. 250 000. L'astuce, hein, c'est d'enlever les 4 derniers chiffres. Donc, je suis à une valeur de 25 $ le pips. 25 $ le pips. Il y a 130 pips, à peu près, hein, 130 pips. 130 pips. Donc, ma perte potentielle, je vais vous remettre un petit texte. Ma perte potentielle, ça serait de moins 3250. D'ailleurs, je vais placer le stop loss tout de suite, hein, sur ma position. Donc, pour placer le stop loss, allez, je peux très bien cliquer sur le graphique, vous voyez? Et donc ça, pareil, hein, si vous ne le connaissez pas, c'est assez intéressant. Quand je le monte, quand je passe au-dessus de ma position, vous voyez qu'il devient stop. Et quand je le tire pour le mettre en dessous de ma position, ça devient ma limite. En fait, une limite, c'est un take profit, hein. Donc là, je vais le mettre sur 1,05 pour être précis. Donc, j'ai mon stop à 1,05, j'en achète 2 à 1,05. S'il va à 1,05, je sors de ma position et j'encaisse ma perte de 3250, hein. Donc, il y a 130 pips de différence. 130 pips. 130 pips, donc j'encaisse ma perte de 3250. 130 pips, en fait, c'est 1,30%, hein. C'est 1,30%, 130 pips. Donc, si vous faites 1,30% fois les 250 000, si vous faites 1,30% fois 250 000, ça fait bien 3 250. Et donc, moi, la petite astuce, c'est que j'enlève les 4 derniers chiffres. Donc, 250 000, j'enlève les 4 derniers zéros. Ça me fait une valeur de pips de 25. Donc, je sais que je suis à 25 dollars par pips. C'est ce qui me permet ensuite de faire un money management et de prendre mes positions assez rapidement. Ça, c'est valable sur les futurs, mais aussi sur le spot et sur toutes les paires de devises, sauf sur le yen, parce que le yen cote avec 2 décimales. Donc, cette astuce n'est pas valable sur le yen, mais elle est valable sur toutes les autres paires de devises. Donc, pareil, maintenant, on va placer notre take profit. Donc, take profit, on a dit qu'on allait chercher la parité, hein. On va chercher la parité. Hop, donc là, je vais arrondir. 0,0. Je fais OK. Hop, j'ai bien ma limite de 2. Donc là, j'ai mon plan de trading. Donc, j'ai mis à 1. J'ai mis à 1. Donc, je suis rentré à 1,03. Alors précisément, j'ai plus le prix en tête, je vais regarder tout de suite. Je suis rentré à 1,0378. 1,0378. Vous voyez, le pips, c'est la décimale. Quatrième décimale. Donc, le 8 ici. Le 8 ici. Donc, je suis rentré à 1,0378. Je sortirai, si jamais effectivement mon trade est gagnant, je sortirai à la parité, soit 378 pips. 378 pips, c'est égal à 3,78% de variation, hein. Je suis exposé à 250 000. J'ai un gain potentiel de 9 450. 9 450. Mais la petite astuce, c'est tout simplement aussi, hein, rappelez-vous, je vais sortir la petite calculatrice, hop, qui est là, vous pouvez la voir, ma petite calculatrice. C'est simplement, donc j'enlève les 4 derniers zéros de mon exposition de 250 000. Ça, c'est valable sur toutes les paires de devises, hein. Donc, je fais mes 25 fois le nombre de pips. Donc là, j'ai dit 378. Normalement, je devrais tomber sur 9 450. Voilà. Ça, c'est l'astuce pour calculer rapidement ces potentiels de gains ou pertes. Mais en fait, qui revient au même que de faire 3,78% fois 250 000, hein. C'est pareil, juste que c'est une gymnastique intellectuelle pour aller plus vite. Et effectivement, le trading, il faut qu'on aille vite. Donc, ici,
Donc ici, je vais mettre mon, take profit, donc take profit à, donc on a dit à la parité, hein, 1,0000. Ça me fait un vous savez toujours avoir un bon, non seulement un bon money management, hein, ça effectivement c'est important et donc un bon risk reward, dans ces trades, hein. C'est-à-dire que là, je vais m'accepter d'aller perdre, 3 250 pour un gain qui serait de, 9 450. Donc là, je respecte une certaine logique en termes de risque. Donc, heu, on va effectivement, maintenant regarder dans le détail, maintenant que vous avez, hein, ces valeurs de pips, et cetera, hein, donc je répète, hein, parce que c'est important sur les devises, 1 pips est égal à 0,01. C'est en fait un pips, c'est un point de base, c'est la quatrième décimale. 100 pips est égal à 1 et donc la petite astuce, c'est, d'enlever les 4 derniers chiffres de son exposition et vous multipliez par le, nombre de pips et vous avez tout de suite vos gains ou vos pertes. Heu Hop, je vais repasser sur ma position. On va regarder, hein, le détail, de la position. Donc une fois que vous avez fait la position ici, vous voyez là je suis short donc à 1,0378. On va recalculer rapidement, ça vous allez bien comprendre, heu, la détail de la position. C'est qu'il y a beaucoup de clients, qui aiment bien, d'autres qui ne sont pas au courant. Ici, vous avez dans le petit i au bout de la ligne, vous avez toutes les informations super importantes, sur votre position. Vous avez effectivement le prix auquel vous êtes entré. Vous avez le numéro, de la position. Vous avez à quelle heure, quelle seconde vous l'avez ouverte, les dates de valeur, les dates d'échéance sur le contrat, le prix actuel, les cours, même la conversion au moment où vous l'avez ouverte et la conversion au moment, de la clôture, ça c'est le cours dollar-euro, hein. Donc c'est le cours dollar-euro, hein, et pas l'euro-dollar. Les commissions, ouais, vous avez les commissions d'ouverture et les commissions de clôture. C'est-à-dire que vous pouvez facilement retrouver, vos commissions. Donc comment qu'est-ce que c'est que notre plus-value brute, plus ou moins value brute? C'est simplement le prix d'entrée, moins notre prix actuel, fois les 250 000 qui est notre exposition. Parce que rappelez, on a 2 contrats, ici, là, 2 contrats. Un contrat est égal à 125 000, donc comme j'en ai 2, ça fait 250 000. Donc c'est 1,0378 moins mes 1, mon prix actuel à 1,0377 fois 250 000, ce qui me donne mon gain ou ma perte actuelle de 37 dollars. La plus-value nette, elle est enlevée des frais. Donc les commissions d'ouverture, hein, qu'on connaît déjà, et les commissions de clôture qu'on retient comptablement, hein. Commissions de clôture, on vous les affiche déjà, hein. Ensuite, les frais de bourse. Ensuite, les frais de bourse, qui sont là, les frais du Chicago Mercantile Exchange. Encore une fois, c'est un contrat standardisé. Standardisé. Ensuite, ce qui est important de vous montrer également, c'est dans cette partie position, la façon de pouvoir gérer les colonnes. Si vous pouvez gérer les colonnes et y afficher et décider d'y afficher, vous avez énormément de valeur. Même l'expiration, vous pouvez la rentrer là. Le delta, ça, si vous négociez des options, les codes ISIN, les numéros de la position, tout ça, voilà, vous pouvez les mettre là. Vous pouvez les faire remonter. Vous pouvez les faire remonter. Vous avez les prix de revient, les valeurs actuelles, l'exposition, et cetera, hein. Ça, si jamais, voilà, vous voulez réarranger vos colonnes qui sont ici, je vous invite effectivement à regarder, et à gérer les colonnes depuis, cet endroit. Vous voyez, là, j'ai mis l'exposition, donc c'est bien 250 000, hein, heu, 2, qui correspond à 2 contrats. 2 contrats fois la taille du contrat. Rappelez-vous la taille du contrat, ici, 125 000. Donc une exposition de 250 000. Alors, on va juste revenir un petit peu rapidement sur les échéances. Je vous ai dit qu'il y a des échéances. Celle-ci se termine le 19 décembre 2022. Mais au 19 décembre 2022, si vous n'avez pas clôturé vous-même votre position, Saxo le fera pour vous. Et ensuite, vous pouvez passer sur les échéances suivantes, hein. Il y a beaucoup d'échéances disponibles. Vous voyez, si vous appuyez sur le petit ici, là, une petite flèche, hein, vers le bas. Vous avez les différentes échéances. Alors faites attention si vous voulez aller directement sur une échéance lointaine. Le souci, c'est que l'échéance lointaine est moins liquide, hein, est moins liquide. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de traiter l'échéance active. Si vous voulez, par exemple, vous couvrir, hein, sur une position ou juste à titre purement spéculatif, à traiter l'échéance active et ensuite à passer sur l'autre échéance. Vu que c'est aussi juste devant, rappelez-vous
Donc ce contrat, c'est 125 000. On a aussi les mini. Vous voyez, les mini, le mini euro-dollar, là, la taille du contrat, elle est inférieure, elle est à 62 500. Et je crois même qu'il y a encore inférieur, qui est le micro, qui est le micro euro-dollar. Et là, la taille du contrat est encore inférieure à 12 500. Juste attention sur le micro-dollar, le micro-euro-dollar. À mon avis, la liquidité est très faible dessus. Donc, je ne vous invite pas à aller sur celle-ci. À mon avis, la liquidité devrait être très, très faible là-dessus, hein. Donc, le mieux, c'est d'aller ou sur la classique, hein, qui est à 125 000 taille de contrat, avec une marge de 3 000, ou alors d'aller sur la mini, enfin, en fonction de ce que vous avez à couvrir ou de la position que vous souhaitez prendre spéculative. Mais n'oubliez pas que la volatilité, certes, est plus élevée qu'avant, hein, sur l'échange, hein. C'est valable pour toutes les paires de devises, mais globalement, ça reste nettement inférieur à ce qui se fait sur les actions, hein. Par exemple, regardez sur le Nasdaq, on a des volatilités autour de 30 à 35 30 à 35 de volatilité, alors que là, l'euro-dollar, au plus haut, on a atteint des volatilités à 14. Donc ça reste quand même, si on doit définir la volatilité comme étant le risque, hein, ce qu'on peut faire, hein, et ce qu'il faut faire, on définit la volatilité comme étant le risque. On peut effectivement partir du principe que les devises sont moins risquées que les actions si on prend la volatilité comme étant le risque. Maintenant, pourquoi de manière générale, on a tendance à dire que les devises, c'est quelque chose de risqué? Bah, en fait, c'est parce que ça joue dans l'effet de levier. Ouais, l'effet de levier, on a des effets de levier de x40. C'est-à-dire pour prendre une exposition de 125 000, on va vous demander, un peu moins de 3 000 $. Donc, exposition de 125 000, on vous demande 3 000 $, ça fait un effet de levier de 40. C'est en ce sens que c'est risqué. Parce que si on va par exemple, sur des contrats futurs, sur des indices, là, on aura des effets de levier qui peuvent être moins importants. Mais d'un autre côté, la volatilité est plus importante sur les actions. Donc l'un dans l'autre, le risque, on peut dire que est le même. Mais si on parle uniquement en termes de volatilité, donc de mouvement de mouvement sur l'euro-dollar, ils sont moins importants. Donc un mouvement de 1% sur l'euro-dollar, soit 1%, soit 100 pips. Donc s'il passe de 0,1 de la parité, donc de 1 tout rond à 1,01, il aura fait un mouvement de 1% de 100 pips. Ça peut être considéré comme étant pas gigantesque. Pas gigantesque. Hein, si on passe de 1 à 1,05, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, hein. On est passé de 1 on est passé de 1, rappelez là on était autour de 1, hein, à la parité, on est monté jusqu'à 1,05, on a pris 5% ou 500 pips. 1,05 à 1, 5% ou 500 pips. Donc dans notre exemple, vu qu'on est exposé à 250 000, ça nous aurait fait une perte ou un gain de 12 500. De 12 500. Ouais, c'est 250 000 fois 5%, ou alors, ou alors c'est simplement les 25 fois 500 pips. Donc 12 500. Alors, je vous avais parlé des échéances, juste pour que vous compreniez les relations entre les différentes échéances. Ça, c'est assez important de le savoir, même si c'est pas tellement important dans le trading, dans notre trading pur. C'est plus important, voilà, je vais dire de manière générale. En fait, qu'est-ce qui définit les cours? Parce que, vous voyez, là, on est sur l'échéance de décembre, on est à 1,0377, et sur l'échéance de décembre mai 2023, donc dans un an, on est à 1,06 46. Vous voyez, il y a quand même presque 300 pips ou 3% d'écart entre les deux. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qui explique ça? En fait, ce qui explique ça, c'est les différences entre les deux taux d'intérêt. Je m'explique. L'euro paye un taux d'intérêt. Là, on est autour de 1,50%, hein, sur le plus haut de la fourchette après les dernières annonces de la BCE. Sur le dollar, on est à peu près à 4% sur la fourchette haute. Voilà, c'est entre 3,75 et 4. Donc l'euro, si vous détenez des euros, vous allez être rémunéré 1,50% par le marché. Si vous détenez des dollars, vous allez être rémunéré 4%. Donc, qu'est-ce qui fait que l'euro-dollar à décembre 2023 soit supérieur? Bah, c'est ce différentiel de taux d'intérêt, différentiel de taux à terme. La différence, on peut aussi appeler ça, je ne veux pas être trop technique, des points de swap. Des points de swap. Donc, c'est le différentiel de taux d'intérêt. Donc, pour le calcul, hein, pour les plus matheux entre vous, c'est le prix spot, donc le prix actuel avec livraison à J+2 de l'euro-dollar, donc pas le prix futur, hein, le prix actuel euh, exponentiel du taux dollar, donc 4%, moins du taux euro à 1,5% à la puissance t. Donc là, la puissance, c'est 1.
Donc en fait, là, ça serait le prix du spot fois l'exponentiel. L'exponentiel, ça serait donc capitalisé, hein. On a la valeur actuelle, on veut avoir la valeur future euh, de différentiel de taux d'intérêt. Donc le dollar paye 4% de taux d'intérêt aux dernières annonces de la Fed, hein. On aura la prochaine réunion le 14 décembre, paye 4%, on devrait augmenter de 0,50%. Avec une probabilité de 0,75%. Mais en tout cas, au moment où on se parle, le dollar paye 4%, l'euro paye 1,50%. Donc la différence entre décembre 2022 et décembre 2023, c'est ce différentiel-là. J'ai un carry, ce qu'on appelle un carry, j'ai un carry positif si je détiens des dollars. Donc c'est normal que je les paye plus cher à un an, sachant que le dollar est plus rémunérateur. Voilà pour cette partie technique. Vous n'en avez pas besoin si vous faites du trading. On va retourner voir un peu notre position, voir ce qu'elle fait. Apparemment, c'est plutôt bien embarqué. Mais voilà, on a notre plan de trading. On sait combien on perd, on sait combien on gagne. C'est ça avoir le plan de trading.